Eh bien, bienvenue à cette conférence Lego. C'est la première conférence du pôle famille sur la convention Octogone. Nous avons comme invité aujourd'hui Astrid Molitor, Mélanie Liu, qui sont toutes les deux médiatrices culturelles au musée gallo-romain Luc Dunhomme à Lyon. Nous avons également Sandor, Lego Master 2022 et président de Unibrick Center. Et Thomas Régal, professeur d'histoire-géographie, membre de plusieurs associations Lego, et c'est notre secrétaire Sobrick. Voilà. Et je suis Stéphanie Prin, je fais de la toy photographie, je suis aussi professeur des écoles et membre d'associations Lego également, et secrétaire adjointe dans Sobrick. Voilà. Nous sommes également membres de l'association Freelog. Alors, je vais commencer par quelques minutes pour vous présenter l'utilisation du Lego dans le secteur artistique et culturel. On peut passer à la diapositive suivante, si vous voulez. Donc, le thème de cette conférence, l'utilisation du Lego en art et en culture. Alors, vous avez probablement vu plusieurs artistes dans les musées exposés qui vont réaliser de grandes sculptures en briques Lego. Vous avez également peut-être vu hier la mosaïque Lego réalisée par Wilfried de l'association Sobrick et Freelog. Ce sont les deux associations qui sont présentes sur le pôle famille. C'était le thème, est-ce qu'on spoil aujourd'hui? Donc c'était le thème des mystérieuses cités d'or si vous voulez participer aujourd'hui. Et je vais un petit peu plus particulièrement vous parler de la toy photographie aujourd'hui. Donc on peut changer de diapositive si vous voulez. Merci. Donc la toy photographie. Alors c'est un mouvement qui est né il y a quelques décennies. On a commencé a priori par probablement les premiers jouets, les premières poupées. Et puis rapidement se sont développées les photos de jouets, de figurines. Alors soit les figurines Lego, et dans ce cas on parle de Legographie, puisque c'est vraiment spécifique figurines Lego, et dans d'autres cas des figurines articulées généralement, et là on parle plus généralement de toy photographie. Donc aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à la toy photographie. Alors ici je vous ai mis une de mes photos, donc le but est de réaliser une photo soit en extérieur, on appelle ça alors la toy photographie outdoor, soit de la toy photographie en intérieur, où là ce sera généralement avec une maquette conçue en général par l'artiste. C'est ce que fait Sam Sophie par exemple. Il réalise des maquettes lui-même et il prend ensuite les petites figurines Lego dans ses maquettes. Donc toy photographie outdoor en extérieur ou indoor. La toy photographie en extérieur, comme ici c'est le cas, en outdoor, a été à un moment assimilée au mouvement street artist, puisque les street artistes faisaient des photos de rue et faisaient des petites compositions, des petites scénettes temporaires ou un peu plus permanentes. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez deviner où cela se trouve. C'est l'un des aspects intéressants de la toy photographie, c'est que on peut, dans un univers a priori généraliste, un peu commun, on peut arriver à partir dans un autre univers complètement différent par le cadrage, la prise de vue. Voilà. Alors, il y a un petit indice, nos petites figurines sont des Lego Star Wars, mais évidemment, non, je ne suis pas allée sur la planète Endor, je n'ai pas réussi à aller chez les Ewoks. Pas d'idée? Alors, nous sommes dans la région de Lyon, à Saint-Romain-en-Mont-d'Or. La demeure du chaos. Donc liée, là encore, à l'artistique, l'art contemporain. Et la demeure du chaos, donc, fait de l'artistique extérieur, puisque vous voyez, nous sommes dans un extérieur, dans un jardin, et on reconnaît sur le côté droit une des gravures qu'il a fait installer.
Et la partie ici, dans laquelle se promènent les petites figurines où la mousse a poussé entre-temps, c'est une ancienne machine qui a été installée à la demeure du chaos et qui avait servi à construire, si j'ai bonne mémoire, l'un des... Alors je sais plus si c'est... Il me semble que c'était l'un des métros. Elle avait servi à creuser l'un des métros, si je me souviens bien, et si je ne me mélange pas trop les pinceaux. Donc il avait récupéré cette machine et il l'avait installée avec ses autres installations extérieures à la demeure du chaos. Donc, l'un des petits amusements que l'on fait dans l'atelier photographie, c'est que parfois, on fait de l'art dans l'art. Voilà, parce qu'on a travaillé sur tout ce qui est minuscule, micro, macro, et là, c'était le but de faire de l'art dans l'art. Une fois qu'on sait où on est, et ben c'est de l'art contemporain dans une autre œuvre artistique contemporaine. Et cet ensemble, du coup, nous projette dans l'univers comme si on était sur la planète Endor, la planète des Ewoks. Et pourtant, nous sommes bien dans la région de Lyon et c'était bien une machine tout à fait ordinaire. Voilà. Très rapidement, voilà, vous pouvez voir qu'on utilise la composition un petit peu des tiers. Là, j'ai dû recadrer un peu la photo pour la diapositive, mais on utilise les lignes 1 tiers, 2 tiers. Il y a 3 figurines et il faut s'arranger généralement pour cela que chaque figurine regarde dans une direction différente. Ça va créer de la profondeur, de la... Voilà. On peut passer à la diapositive suivante, si vous voulez. Alors là, je vais très rapidement passer, parce qu'après, il faut que je passe au collègue suivant. Donc, là, je vous ai mis aussi... on retrouve la toute petite en premier. Là, ça ne se verra peut-être pas bien. La deuxième figurine. Donc là, on est pour les 3 suivantes dans de la photographie indoor. Et... la figurine chat, ça ne se voit pas bien, mais en fait, sa robe est un coquelicot. C'est une fleur de coquelicot. Donc là aussi, dans le mouvement artistique, on va avoir la possibilité d'utiliser des éléments éphémères. Et ce n'est pas si simple que ça de faire tenir la fleur de coquelicot bien comme il faut, sans l'abîmer, sans la casser. Et il faut agir très vite, parce que la fleur de coquelicot se fane assez rapidement. Voilà. Ensuite, eh bien, une petite composition de concert. Et puis la dernière, un petit personnage Lego licorne, voilà, avec un petit fond à paillettes, tout simple. Si vous voulez voir des maquettes un petit peu plus compliquées, il faut se diriger vers Sam Sophie. Il est un petit peu plus ardu là-dessus sur la complexité. Moi, je travaille plus sur la simplicité, sur le mouvement un peu philosophique artistique du wabi-sabi, c'est-à-dire on fait sobre, on fait simple, on est dans l'éphémère, d'où le coquelicot. La photographie précédente dans la machine qui était rouillée et qui avait été détériorée par le temps. Voilà, on est totalement dans la philosophie wabi-sabi, le temps qui passe, le temps qui détériore, qui transforme, le cycle, le changement. Voilà. Eh bien, je vais passer... oui, je vais pas parler du Lego dans les écoles, je crois. Hein, on va... non, parce que là, c'est un petit peu... voilà. Je vais laisser Thomas vous présenter. Thomas est professeur d'histoire géo. Et il va vous expliquer ce qu'on peut faire en Lego dans les écoles, dans les classes. Voilà. Bonjour à tous. Donc en effet, moi je suis un fan de Lego, comme à peu près tout le monde autour de cette table. Et j'ai voulu mélanger finalement ma passion avec mon travail. Surtout qu'avec des enfants, on se rend vite compte que tout ce qui est Lego, tout ce qui est ludique, ça leur plaît. Et que je suis passé d'un moyen où c'était un simple support pour travailler à un moyen de leur faire comprendre des choses, un moyen d'expression pour eux, pour moi, qui a aussi tissé de nombreux liens avec les enfants. Et en fait, j'ai essayé de vous montrer ce qu'on peut utiliser en Lego pour travailler avec des jeunes. Alors, contrairement à Stéphanie, moi, c'est pas des tout petits, parce que eux, ils ont l'habitude dans les primaires, le Duplo ou autre, dès la maternelle même. Avec des collégiens, c'est plus ardu, parce qu'ils ont déjà des goûts qui changent. Ils sont un petit peu dans ce que nous, on appelle le dark age des jeux et des jouets. Donc, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, si vous pouvez changer la diapositive. Donc à la base, ça partait simplement d'un petit moment ludique, leur montrer un petit peu ce qu'on allait faire dans l'année. Ça, c'était une création que j'avais fait pour leur montrer qu'en classe, on allait aussi travailler dans un jardin médiéval qu'on a monté au collège, ce qu'on allait préparer. Ça leur avait plu, donc ça m'a permis de lancer d'autres choses. Donc vous pouvez passer à encore une autre. Donc le support, c'est un moyen finalement de faire comprendre aux élèves des choses hors des livres, hors du simple fait de leur raconter. Donc j'ai pu me servir de mock qui existe dans ma tête à la base et que j'ai pu créer, ou de sets
réel. Au centre, vous voyez la pyramide de Gizeh qui a été créée l'année dernière, qui me sert bien, qui permet de voir l'intérieur du bâtiment, les moyens de construction. Sur les pourtours, ce que j'avais créé pour l'Égypte, avec des petites scénettes que j'avais mis d'abord en cube, et puis qu'après je peux leur faire passer dans la classe en les détachant. Et le Louvre, pour présenter finalement l'évolution de l'Égypte au sein finalement de nos cultures, de civilisations actuelles, puisqu'en histoire géo, on essaie toujours de montrer ce que les civilisations anciennes ont pu apporter aux cultures actuelles. Donc ça fait travailler l'imagination, la nôtre déjà, pour créer. Et puis eux, ça leur plaît parce que c'est des 6e à la base, donc souvent ils sont encore un petit peu dans l'ego, même s'ils n'osent plus tellement le dire. Et rapidement, ça crée un discours avec eux, ça crée un lien, ils aiment bien, puis on peut l'utiliser dans différentes choses. Là, je vous ai présenté ce que je fais en histoire. En géographie, je peux utiliser les skylines, soit qui ont pu être créés par nous, soit qui ont pu finalement déjà exister, pour travailler sur la notion justement de travail. Si tu peux passer à la diapositive suivante. C'est ce que vous avez tout en haut, donc ça c'est un petit morceau de la fiche exercice qu'ils font. Donc je leur montre la skyline de Paris, mais une skyline du néolithique, puisqu'on vient normalement de sortir du néolithique à ce moment-là. Ils doivent retrouver les monuments, essayer de retrouver la ville, ils retrouvent très vite. Et c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que leur imagination, comme leurs connaissances, peuvent être liées, et ça peut rebondir sur du Lego, et c'est quelque chose qui peut être sympa. Ça leur permet aussi de se lancer dans des connaissances, dans des recherches, pour travailler tous ensemble. Et puis ça a pu me servir aussi le Lego dans des moments moins sympathiques, pendant le Covid, puisqu'il a fallu trouver des moyens pédagogiques, des supports qui ne soient pas lourds, pénibles pour eux, plus ludiques. Donc j'avais créé une chaîne YouTube, et pour certaines vidéos, je me suis servi du Lego. Vous voyez en bas notamment, quand j'ai fait le cours sur les chevaliers au 5e, je me suis servi des petites figurines, des armes, je leur ai tout décrit. Et le retour était assez positif. Alors, toujours 2-3 râleurs, mais globalement c'était plutôt bien. Et ce qui est surprenant, c'est aussi quand on a les réunions parents-prof, vous avez les parents qui vous parlent de vos vidéos et puis du Lego, qui se rendent compte que vous êtes intéressés par ça, que eux aussi souvent ils aiment bien. Puis ils commencent à vous demander, vous faites des expos, ils viennent. Et quand on utilise ce qu'on fait en classe en expo, les enfants sont souvent assez contents d'expliquer à leurs parents ce qu'il y a sur le MOOC, ce qu'il y a sur la petite scénette, parce que eux ils l'ont fait, ils ont compris, et que leurs parents bien sûr ils sont moins bien qu'eux, donc ils doivent pouvoir leur expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Le Lego, c'est un bon moyen de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qu'on peut créer. Ça peut aussi leur permettre de passer à la créativité. Tu peux en passer une autre. Donc, là encore, c'est parti du fait que pendant les vacances scolaires, qui sont parfois longues selon certains, mais pas forcément selon les enfants, les profs, on peut les lancer sur une façon de travailler différemment. Donc, en haut à gauche, il y a une création de Pierrick, qui est un de nos acolytes. En bas, j'avais agrandi la muraille de Chine, et puis je leur avais remontré ce que j'avais utilisé avec l'Égypte, et le but c'était que les enfants créent eux-mêmes, comme ils le voulaient, avec le support qu'ils voulaient, des monuments ou des objets qui étaient en lien avec l'histoire-géographie. Alors bien sûr, je leur avais dit, je vais valoriser ceux qui font du Lego, bien sûr. Pourtant, j'ai eu tout, j'ai eu du gâteau. Alors eux, je les ai minorés parce qu'ils m'en ont pas ramené pour que je puisse le manger aussi. J'ai eu du carton, j'ai eu du Playmobil, j'ai eu plein de choses. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on leur demande de créer quelque chose, le Lego leur vient assez naturellement. Ça peut être pour créer les maquettes. En 6e, quand on veut faire la maquette de la ville du futur, ils ramènent souvent du Lego. Et alors qu'ils sont souvent assez près de leur jouet, on pourrait dire, ils acceptent de le laisser toute l'année en visu à tous les élèves du collège. Et là-dessus, il y a un vrai sens de partage. Quand je leur ai demandé de faire des maquettes pour le jardin médiéval, certains aussi me les ont fait en Lego, avec de la créativité, des techniques, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes pièces que nous. Et on se rend compte que ça peut être sympa. Parce qu'ils aiment bien, eux aussi, après nous montrer leur création, partager, expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Ça leur permet vraiment de prendre confiance en eux. Puis on a des élèves qui sont pas forcément scolairement très à l'aise, mais qui sont avec tout ce qui est tactile, tout ce qui est avec les mains très très à l'aise. Ils peuvent montrer que eux aussi sont en réussite. Et vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant et que j'ai pu réutiliser un petit peu dans le côté professionnel. Si tu peux passer 2. Le Lego nous a aussi permis, à moi et à certains de mes collègues, d'être un outil d'analyse, un moyen d'évaluer les compétences. Alors on est parti il y a 2 ans, on a monté une mosaïque au collège. On a voulu créer cette mosaïque avec les enfants parce qu'on avait prévu une sortie scolaire à Bourg-en-Bresse, au monastère royal de Brou. Et je voulais leur faire découvrir certaines œuvres qu'ils allaient voir par la suite. Alors, on n'a pas pu faire la sortie pour d'autres raisons, mais c'est pas grave. Et travailler ensemble pendant une journée avec tous les 6e, une partie des 5e, ça a été vraiment enrichissant. Parce que même nous, en tant que profs, ça nous a permis de voir des choses. Le Lego, ça apaise beaucoup d'enfants. Même certains enfants très agités, on se rend compte que vous leur mettez une boîte de Lego devant et ils parlent plus. Ils se concentrent, ils sont intéressés. Ou alors quand ils parlent, c'est à l'adulte pour leur montrer, regardez ce que j'ai fait, ça peut être intéressant.
Ça a pu être vraiment utile aussi parce que ça m'a permis d'évaluer un petit peu leur motricité fine, voir comment ils arrivaient à monter du Lego, voir des difficultés. Ce qui m'a permis aussi de travailler avec le collègue de PS, de voir des points communs. Donc c'était comme relativement intéressant. De découvrir des élèves qui étaient daltoniens, qui s'en rendaient pas compte parce que dans les mosaïques on a des nuances et que des fois on se rend compte que s'ils voient les couleurs en général, et ben les couleurs fines ça peut devenir compliqué. De travailler des méthodes, le travail en équipe, et surtout ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a travaillé avec notre classe d'IME, donc des enfants qui sont en déficience mentale, et de voir la gentillesse de nos élèves qui ont travaillé avec eux vraiment, qui les ont accompagnés, qui les ont aidés, qui leur ont montré. Ça a vraiment été quelque chose de très positif, et tout ça dans le calme, l'envie de bien faire, de participer. Ça a motivé aussi finalement à créer des projets pédagogiques. Finalement, le seul petit cas positif, c'est quand après je me suis fait sacrément engueuler par les 4e, 3e qui m'ont dit mais pourquoi nous on n'a pas le droit? Donc je leur ai dit mais vous êtes grands, vous le Lego, vous vous en fichez un peu. Ils ont dit bah non, nous on aime bien. Donc l'année prochaine, si vous le refaites, bah, vous nous intéressez, enfin vous nous intégrez aussi, ça serait plutôt sympa. De la même manière, si tu peux changer de... Voilà ce que ça donnait au final, donc la mosaïque qu'ils ont créée. Donc il y avait différents éléments du monastère royal de Brou. Et si tu peux passer 2... Super. Ça me permet aussi de travailler vraiment la notion d'histoire des arts avec les élèves. Donc, avec les sorties, avec des supports, avec des mocks ou des sets qui existent réellement. Là, c'était le Colisée. Alors, Lego a fait un très très beau set qui a le juste très gros défaut d'être intransportable. Donc, la navigation entre la maison et le collège est quand même relativement compliquée, mais les gamins, ils adorent. On peut leur montrer les détails. Vraiment, ça permet d'affiner ce qu'on peut pas faire normalement en cours avec les vidéos, les reconstitutions, etc. Là, c'est vraiment quelque chose qui leur parle et on peut travailler à tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui est encore plus appuyé avec le club qu'on a créé il y a 2 ans, qui fonctionne vraiment de mieux en mieux. Tu peux passer 2 vidéos. Voilà, avec le club, finalement, on poursuit le travail sur la création en histoire des arts. Alors pour l'instant, principalement avec des sets officiels. Donc ça a pu être, donc je vous ai dit, le Colisée avec les difficultés qu'il y a pu avoir. Et ce qui est bien, c'est que maintenant on va pouvoir les lancer sur l'oral du brevet. Comment travailler sur certains objets sur lesquels ils ont fait une reconstitution. Ils font leurs propres recherches, ils vont préparer un oral. Les élèves sont plutôt motivés. Donc pour l'instant on a travaillé sur de la peinture avec la nuit étoilée, la grande vague, sur des choses techniques avec Apollo 11, le récit des aires spatiales, des bâtiments, le Taj Mahal, la Statue de la Liberté. Puis cette année, on va ouvrir parce qu'on peut ouvrir à d'autres matières, et c'est ça qui est bien aussi. Donc on va essayer de faire la collection d'insectes, qui pourra être utilisée avec le collègue des SVT. Ou alors là c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais les gamins ils adorent. J'ai pris le Hocus Pocus. Et quand des gens de l'association m'ont dit et comment tu vas expliquer à ton collège que tu as pris Hocus Pocus, et ben je leur ai dit on va travailler sur le féminisme, sur la chasse aux sorcières. Et Lego en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas unisexe, ça se voit un petit peu dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes. Et les filles qui sont au club Lego sont vraiment motivées en disant ah ouais on va travailler sur des choses qu'on voit pas normalement en cours. Et comme le Lego c'est quelque chose qui permet de créer, et ben ça permet aussi de lancer des supports qui normalement seraient pas ouverts au collège. Et vraiment c'est quelque chose d'intéressant qui va nous permettre de s'ouvrir à différentes matières. Alors certes il y a un coût financier, un coût humain parce que c'est de l'investissement du prof, des gamins. Je précise quand ils viennent en club c'est le mercredi après-midi. Et ils restent au collège, ils mangent avec moi. Ça permet de créer un lien, on voit un dialogue, ils se livrent plus qu'ils ne le feraient normalement. Et là, les parents sont ravis de nous les laisser. Pas parce que ça les arrange, mais parce qu'ils se rendent compte que leurs enfants, ils sont contents, qu'ils font des choses différentes. Et on a des enfants qui aiment pas du tout l'école et pourtant qui viennent au club et qui sont vraiment motivés. Et toutes les semaines, ils vont vous demander s'ils peuvent revenir. Donc pour moi, le Lego, c'est vraiment, d'un point de vue pédagogique, une vraie plus-value. Pour les élèves, c'est vraiment intéressant. Ça permet de mieux les comprendre. Ça permet d'être moteur pour eux. Et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses et d'apprendre ludiquement, autrement. Et eux, ils aiment bien aussi. Voilà. Je vous remercie, puis je vais laisser la parole à mes collègues. Merci Thomas. Alors pour rebondir, effectivement, l'utilisation des Lego en classe, ça passionne tous les enfants. Moi, j'ai mes maternelles, j'ai commencé un petit peu à travailler depuis septembre avec eux pour préparer une future visite à l'exposition du musée gallo-romain. Et dès qu'on a montré des photos, des images du Colisée, tout de suite, il y en a quelques-uns qui, par chance, avaient été en vacances en Italie, qui ont reconnu, qui nous ont dit « mais j'y suis allée ». Et dès qu'on a sorti les petites briques ou les maquettes pour leur permettre de construire le Colisée, un temple gallo-romain, mais c'est magique, ça y est, c'est parti.
les enfants ont tout de suite envie de construire. Alors au tout début, surtout avec les maternelles, on n'est pas encore dans la reconstitution, voilà, ça va venir peu à peu. Et là, ils sont en train d'être dans la partie numéro 1, la recherche libre. J'essaye de reconstruire l'image que j'ai dans ma tête, ou à partir du modèle photo ou du modèle illustration que j'ai. Et petit à petit, on va partir de ce modèle imaginaire dans la tête pour le préciser et accompagner à aller vers, hop, la maquette historique du musée. Voilà. Et alors Thomas, pour la nuit étoilée, il faudra que je te montre le dernier Cartzol des Jeux au plat. Ils ont fait des cartes superposées avec la nuit étoilée. Oui, il faut que je te montre ça. Voilà. Eh bien, on passe au musée gallo-romain, donc le musée Luc Dunhomme avec Astrid et Mélanie. Alors nous, on est ici pour vous parler de notre prochaine exposition qui va ouvrir vendredi prochain. Donc on y est, ça y est, après 2 ans de travail. On peut passer. Voilà la fiche d'exposition. En 2 mots, quand on fait une expo Lego, il y a quand même quelques règles qu'on a découvertes, puisque nous, c'est la première fois qu'on a ce support-là pour construire une expo qui est orientée pour vraiment un public familial et jeune public. Déjà la charte du fair play Lego qui fait que on peut pas parler d'une expo Lego mais d'une expo en briques Lego par rapport au nom de la façon dont on cite la marque. Et puis là vous le voyez pas, mais sur tous nos documents de communication on est astreint à poser une mention qui dit qu'en aucun cas Lego ne sponsorise ni ne soutient ce projet, cette exposition. Donc voilà, ça c'est la base. On est parti sur ce projet d'une collection de maquettes qui a été créée par 2 Belges, la Familia Bricchia, Cathy Sass et Tom de Brucker, qui ont constitué en une dizaine d'années une 38 maquettes en Lego qui montrent différents aspects en fait de la civilisation romaine. Jusque-là, cette collection, elle a voyagé comme une expo à part entière. Ça va vous donner une sorte d'abécédaire de la culture romaine. Vous avez les thermes, les édifices de spectacle, plein d'aspects, l'habitat, le funéraire. On peut continuer. Donc nous, on avait l'envie d'exposer ces maquettes, mais on avait envie de créer un récit autour de ces maquettes. Donc on a nos maquettes en Lego, un atelier quand même de jeux libres pour pouvoir manipuler du Lego, parce que les maquettes de la Familia Bricchia elles sont sous vitrine. Et puis on a construit ce récit avec un auteur, Gérard Coulon, qui est spécialiste de l'Antiquité, qui a publié pas mal de livres jeunesse. Et donc on a pour une fois édité non pas un catalogue d'expo, mais vraiment un livre jeunesse qu'on apercevra tout à l'heure. Et ce récit, on l'a filé sur tout le parcours d'exposition. On est allé chercher un illustrateur qui est lyonnais, un Théo Chou, qui nous a accompagnés sur ce projet et ça a été une chouette rencontre. Et vous verrez si vous venez voir l'exposition de ces illustrations qui sont donc dans l'ouvrage, mais qui accompagnent aussi des grands décors dans l'expo, donnent vraiment le ton. Et puis évidemment nos collections archéo avec beaucoup de dispositifs de médiation, donc ça a été tout le travail avec Astrid pour montrer des choses, avoir une expérience vraiment de la visite avec des choses à toucher, on verra tout à l'heure. Donc on a voulu ce projet forcément le plus ludique et immersif possible. L'idée, donc là vous avez un croquis de la scénographie. Toutes les maquettes en Lego, elles sont distribuées sur ce chemin central jaune. Et puis sur les côtés, on fait dialoguer ces maquettes avec des collections archéo et puis des espaces de reconstitution. Parce que le fil directeur de l'expo, c'était vraiment notre récit, qu'on diffuse sous forme de capsules audio dans chaque espace de reconstitution. On s'est situé dans une époque où on est parti de ce personnage, en fait, pour poser notre récit. On a cherché un point commun à toutes les maquettes de Cathy et Tom. On a dû en exclure quelques-unes. Ça a été la chronologie qui nous a guidés. Donc on s'est situé à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, à une période un peu tendue, mouvementée pour l'Empire romain, une période de guerre civile. Notre personnage, c'est une maquette qui existait dans la collection de Cathy et Tom, de soldats légionnaires. Pour le petit exemple, celui-ci, c'est près de 4000 pièces en Lego. Il fait à peu près 50 cm de haut. Donc on part de ce Bricus Maximus
Et on lui a créé une histoire avec Gérard Coulon, donc un soldat avec l'épée, un soldat un peu spécial avec l'objet que vous voyez au milieu, c'est le symbole d'une lance de frumentaire, donc c'est une catégorie de soldats dans l'Empire, et c'est une catégorie de soldats qui peut servir de messager, donc un porte-document en 3e position, tous ces objets font partie de nos collections. Et donc on lui a créé, il est en fin de carrière, et il a accès à des informations un peu secrètes. Il va décider de faire part de ces informations pour éviter de basculer à nouveau dans la guerre civile, et il va se rendre à Rome pour porter son message. Donc ici, vous avez la carte dessinée par Théo Chou qui montre le parcours de notre soldat qui est en poste en Bretagne, donc l'actuelle Angleterre, et puis qui va traverser les Gaules pour rejoindre la capitale de l'Empire, Rome. Donc dans l'expo, on va vraiment suivre d'étape en étape son parcours. On a donc l'importance de notre récit sonore qui va se situer dans des espaces de reconstitution. Donc là, ce sont les croquis au stade de l'offre scénographique de ces espaces. On va vous les montrer rapidement. On peut passer. Le teaser. Je m'appelle Bricius Maximus et je suis un légionnaire romain. J'ai 45 ans et je suis né ici, à Lugdunum. J'ai d'abord servi en Germanie. En ce moment, je suis en poste à Londinium dans la province de Bretagne. Après 25 années de service, je vais bientôt prendre ma retraite. Mais avant, je veux vous confier un secret. Je ne suis pas un légionnaire comme un autre. Je suis devenu espion au service de notre empereur, Septime Sévère. Mais, chut, ne le répétez à personne. Je compte sur vous. Voilà, donc un petit teaser. Donc ce récit audio qu'on a testé aussi avec l'aide des enseignantes. Donc Stéphanie qui nous a accompagnés sur ce projet pour le cycle des maternelles. Et puis on avait aussi Isabelle Rénal, Catherine Giraud pour le cycle primaire. Donc qui sont venus nous voir pour lire un peu les textes d'expo qu'on a rédigés. Puisque notre personnage, on va le suivre, le héros, dans tous les textes, et on va le retrouver sous forme de cherche et trouve dans chacune des maquettes de Cathy et Tom. Ce que vous avez entendu, c'était la capsule d'intro qui présente Bricius. Et puis on aura des reconstitutions comme ici le jardin. Alors c'est vraiment de l'évocation, hein, on est dans quelque chose de très brut, mais l'idée c'était que le visiteur il puisse vraiment expérimenter avec son corps ces espaces, s'asseoir, s'allonger sur un lit de salle à manger. Ici on est dans un jardin, ici dans des latrines, donc les WC collectifs romains. Et à chaque fois on va avoir une posture d'écoute un peu différente, parfois une écoute de proximité, parfois une écoute plus ouverte, avec des capteurs de présence selon les situations. On peut passer. Ici, on a une proue de bateau dans laquelle on peut prendre un casque de soldat romain, un fac-similé, et puis écouter les aventures de notre héros. Là, on est sur la route. Il est en route pour Rome. Il traverse les Gaules et il s'arrête en route pour écouter pour lire la lettre en fait envoyée par sa femme qui elle a pris un autre itinéraire. Ils doivent se rejoindre à Lugdunum. Ici, on est à Rome, dans la loge impériale, donc c'est enfin la rencontre de notre héros avec un membre très important de la cour impériale pour lui divulguer ces informations. Et enfin, on arrive à Lugdunum, donc là, il prend enfin sa retraite, plus ou moins, parce qu'il va continuer à observer un peu ce qui se passe et à capter des informations pour voir un peu le positionnement des notables de Lugdunum dans cette guerre civile qui approche. Et il retrouve un ami. Donc là, vous êtes dans une salle à manger romaine. Vous pouvez vous allonger sur les lits, prendre une coupe de vin qui va déclencher notre dernière capsule audio. Voilà des exemples un peu de l'approche ludique qu'on a souhaité développer avec Astrid. Donc des facsimilés à toucher à 2-3 endroits de l'expo. À chaque fois qu'on a pu, on a là l'équipement du frumentaire, ailleurs des armes. Ici, là on est sur la thématique du déplacement.
donc l'équipement du voyageur. On a créé des petits dispositifs de médiation pour poser certaines notions clés, comme comment est organisée une ville romaine, ou en haut à droite un petit atelier d'écriture où vous pouvez écrire sur une tablette de cire ou sur une feuille de papyrus, et puis surtout sceller votre document, puisque dans notre récit d'espionnage, c'est important de comprendre comment on fait circuler l'information et comment on protège cette information. On a quelques dispositifs multimédia, pas trop, parce qu'on a souhaité être plus dans quelque chose de très concret, avec les facsimilés. Ici, on a un mapping sur une inscription funéraire qui va permettre de remettre déjà en lumière les lettres, le latin, et puis surtout de faire passer le message de la personne qui s'adresse, qui interpelle le passant. On a aussi une appli sur le déplacement, donc une sorte de petit Google Maps qu'on a fait développer. Alors très basique, on part d'un endroit à un autre, on choisit son mode de transport, à cheval, en voiture de la Poste impériale, etc. Et ça nous calcule la durée de déplacement. Voilà. Et il va se déplacer beaucoup, hein. Et je me rappelle, c'est quelque chose qui nous avait impressionné quand on était venu voir que vous nous présentiez les textes. On avait oublié à quel point, effectivement, il se promenait si loin et faisait de si longs voyages. Ouais. Oui, ça c'était. Il y a deux thématiques qui sont vraiment importantes dans l'expo, c'est celle des déplacements. Donc là, on l'a vu avec la carte, il traverse quand même plusieurs provinces de l'Empire. Mais on a à l'époque romaine tout un réseau de routes très bien organisé avec des indicateurs routiers qui indiquent les directions et les distances. Quand pour un personnage comme Bricus, qui est un personnage qui fait partie de l'armée, qui a un rôle bien précis de messager, il peut utiliser la poste impériale. Donc à chaque fois que son cheval est fatigué, il change de cheval dans un relais de la poste impériale. Il change de voiture, donc on arrive à des vitesses de déplacement pour un cheval de relais qui sont de l'ordre de 250 km par jour, je crois. Donc c'est énorme en fait. Donc l'idée c'est de faire passer ces messages-là aux visiteurs, c'est qu'on a un empire qui est immense, qui est le rôle de l'armée, il est primordial aux frontières pour stabiliser cet empire, l'administrer et faire passer l'information. Et qu'on a tout un réseau de routes terrestres, maritimes qui permet dans cet empire finalement de se déplacer assez rapidement pour les moyens de locomotion qu'on a à l'époque. Là, c'est une ébauche d'une des 4 maquettes que le musée a fait créer, donc des maquettes inédites pour l'expo. Là, c'est le sanctuaire des Trois Gaules. En fait, ça nous donne une idée des échelles complètement différentes qu'on trouvera dans l'expo. Lui, il va mesurer 2,60 m de long à peu près. On est sur une échelle plus que micro, alors que sur les autres maquettes, on est souvent sur 2 échelles, ce qu'ils appellent la minifig, qui est du 1/40e, donc c'est quand on arrive à placer nos petits personnages Lego, et puis l'échelle micro qui permet d'avoir pour des grandes surfaces comme une villa agricole, ça permet de les représenter assez facilement, mais sans pouvoir mettre de personnages. Le sanctuaire, je crois qu'on est au 1/180e. Donc sanctuaire fédéral, qui est un monument emblématique de Luc du Nôme, mais qui est mal connu, peu connu. Donc sur nos 4 maquettes inédites, c'est la maquette qui nous a demandé le plus de travail avec la famille Abricia et des réunions de discussion avec les scientifiques, les archéologues, pour arriver à finalement représenter quelque chose avec le peu de données qu'on a, mais quand même passer par le visuel pour tenter de faire passer ce qu'on sait, que c'est un sanctuaire important où tous les représentants des peuples gaulois se réunissent chaque année. Donc c'est un haut lieu du culte impérial. C'était un travail qui était très intéressant. Il y a d'autres maquettes qui sont liées à des fouilles plus récentes, comme le Clos de la Visitation, qui ont été réalisées beaucoup plus facilement en 2 réunions, parce que ce sont des fouilles récentes. On a les données archéologiques, on a tous les plans. Donc pour la famille Abricia, c'était parfait. Mais voilà, donc des maquettes que vous pourrez découvrir dans l'exposition. Et j'évoquais tout à l'heure le projet d'édition. Pour une fois, un ouvrage jeunesse. Sur lequel on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Théo Chou.
Donc 64 pages, qui est vraiment juste un roman, quoi, le récit des aventures de notre héros. On n'est pas sur un projet qui se veut pédagogique avec des photos de collection, reprise des textes de l'expo. On est sur quelque chose. On voulait vraiment rester dans le récit. Voilà. Merci. Du coup, on va passer plutôt sur la partie programmation culturelle, parce qu'autour de cette exposition, on a mis en place tout un tas d'actions, d'activités que je voulais un petit peu vous présenter, et certaines en commune, justement, avec notre ami d'Unibric sur ma droite. Donc, je voulais vous parler de quelques temps forts. Donc, le Festival romain qui arrive le week-end prochain, le 7 et 8 octobre. On va justement accueillir tout un tas de reconstituteurs qui vont parler de l'époque romaine et gallo-romaine. Et on va avoir justement sur le site archéologique des actions Lego avec donc Brick for Kids qui va proposer des reconstructions et bien justement des théâtres en briques Lego, et Unibric qui vont justement proposer une mosaïque géante participative à partir d'une collection du musée. Donc ça a vraiment été l'occasion de créer des synergies entre nos collections, de la pédagogie et puis une activité Lego. Donc ça a été vraiment extrêmement riche et passionnant. Donc voilà, c'est le premier événement que je voulais vous présenter la semaine prochaine. Donc j'espère vous y voir. Et autour de l'expo, on va avoir tout un tas d'actions, donc avec l'illustrateur, avec l'auteur Théo Chou et Gérard Coulon. Donc là, je voulais vous présenter une journée qui aura lieu le 4 novembre dans le cadre de la semaine de l'hospitalité. Donc on va avoir nos deux compères qui seront là pour justement parler de la construction du personnage de Bricus Maximus en dessin. Comment un auteur, un dessinateur s'est imprégné de l'univers Lego pour créer ce personnage que vous voyez juste ici et qui reprend un petit peu des codes graphiques qui évoquent justement l'univers Lego. On peut passer à la suite. Donc là, d'autres temps forts que je voulais vous présenter. Donc on organise vraiment tout un tas d'actions pour tous les publics, des plus jeunes aux seniors finalement. Donc on a des visites, des ateliers, je vous invite vraiment à découvrir notre programmation qui s'adressera à tous et toutes. Donc on a par exemple des apéros et briques Lego, des conférences. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de créer des moments ludiques, des moments participatifs et des moments justement pédagogiques autour de cette exposition et avec des partenaires Lego. Donc voilà, tout reste à écrire pour 2024. Donc j'ai bien retenu l'idée des toys photographie. Ça sera très intéressant sur le site Archéo, ça peut être très sympa. Mais voilà, quelques exemples d'actions que vous voyez ici derrière moi qui vont justement dépasser le cadre du simple Lego pour raconter des histoires à partir de ces briques, avec notamment les artisans de la fiction. On va proposer une séance de 3 heures d'atelier où les participants auront pour mission d'imaginer une histoire à partir d'une maquette exposée dans l'exposition. Donc tout un tas de liens que j'imaginais pas au départ peuvent être tissés à partir de ces maquettes en petites briques colorées. Voilà, Sandor rigolait tout à l'heure, je suis pas la personne, les Lego j'avais pas l'habitude de construire et j'ai découvert cet univers et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, quoi. C'est super. On peut passer à la suite. Alors, le grand temps fort aussi qui va accompagner cette exposition, ça va être le projet Look do Brick, donc on mène en partenariat avec Unibric. Donc l'idée c'est qu'on va avoir un espace qui va être consacré à une construction géante de 20 mètres carrés d'une ville gallo-romaine. Donc nous, le projet, c'est de parler d'urbanisme, de bâtiments à l'époque gallo-romaine, et on s'est dit que en évoquant la cité de Lugdunum, on allait créer un projet mais incroyable. Donc là, je laisserai Sandor un petit peu plus présenter en détail la maquette que vous voyez ici. Mais voilà ce que nous allons construire pendant 9 mois, à vos côtés, je l'espère. Donc l'idée est de venir au musée pour des séances de construction participative qui vont permettre, au bout de 9 mois, de réaliser ce que vous voyez derrière moi. Et alors, je dirais, il faut venir 2 fois. Il faut venir au début pour mettre tout de suite votre participation dans la maquette, dès le début. À l'édifice. Et elle va rester pendant toute la durée de l'exposition. Et ensuite, il faut revenir une 2e fois plus tard pour voir l'évolution de la ville. Voilà, tous les inscrits seront invités à un temps de finissage, pas de vernissage du coup, mais de finissage de cette expo à la fin. Donc Sandor, si tu veux en dire quelques mots, je te laisse la parole. Ouais, du coup bonjour déjà.
Donc pour cette expo qui va être absolument énorme, on est sur une maquette 500 000 briques, 20 mètres carrés, voire même un peu plus. C'est du rarement, voire jamais vu dans un musée. Donc on travaille encore pas mal dessus. Il faut évidemment tout modéliser. Là, vous avez qu'une toute petite partie de la maquette. Enfin, du moins, elle a une petite échelle. Faut bien se rendre compte que tout sera va faire 20 mètres carrés et représenter une pièce de chez vous de 20 mètres carrés à peu près. En général, c'est un petit salon, quelque chose comme ça. Faut vous dire que tout ça, ce sera rempli de briques. Donc là, sur la maquette, qu'est-ce qu'on va retrouver? Avec Astrid, on a départagé les quartiers très importants d'une ville romaine, donc surtout de celle de Lyon. Et on a essayé de tout retransmettre donc sur ce que vous voyez là. Vous allez avoir toute la partie basse, donc plutôt à droite de l'écran. Vous allez avoir le cimetière, les champs, toutes les boutiques d'artisanat, etc. Et plus on remonte vers la ville, plus on va trouver des habitations, la zone portuaire, puis remonter vers les grands temples, le théâtre, l'Odéon, les thermes, le cirque et tous les bâtiments qui constituent une ville romaine d'ampleur, évidemment. Donc la taille, enfin je veux dire le temps de construction va prendre, c'est quoi, on est à 6-8 mois je crois. Oui, à peu près, ouais. Voilà, 8 c'est mois. ça. Donc vous avez le temps de venir participer évidemment, mais c'est un truc je pense qu'il faut faire. Si vous avez surtout des fans de Lego à la maison, c'est super intéressant. Pour nous aussi c'est un vrai challenge parce qu'il va falloir modéliser quelque chose que tout le monde peut réaliser. Faut évidemment penser que nous on veut coller au maximum à ce que la réalité des bâtiments représente, donc on essaye d'être au plus proche et il faut rendre ça aussi accessible à des gens qui n'auront peut-être jamais fait de Lego dans leur vie, donc il y a cette difficulté là à trouver, mais le challenge est incroyable et on a hâte de mener ça à bien. On l'a pensé pour les familles à partir de 7 ans parce qu'il faut quand même avoir cette dextérité quand même pour c'est des briques je te laisse pas des duplos quoi. Non, c'est des briques classiques. Voilà. Donc vraiment c'est dans un esprit familial qu'on a construit en fait ce projet et on a hâte de voir ce que ça va donner. Exactement. Premier atelier le 28 et 29 octobre, ouais. Tout à fait. Après pour rebondir un petit peu là-dessus et parler du coup de ma partie où j'étais plus venu pour aborder l'expérience Lego Master, mais ça va un peu faire le lien. Déjà merci Astrid pour ce qui va se passer au musée parce que ça va vraiment être très cool. Évidemment vous pourrez aussi nous voir donc sur le festival pour venir monter donc la mosaïque et là encore ça va être quelque chose d'assez intéressant. Alors par rapport à Lego Master, c'est vrai que on est sur des maquettes un petit peu plus grandes que ce qu'on pourrait faire à la télé, vous en doutez bien. Vu qu'à la télé, mine de rien, on fait quand même des maquettes qui sont assez impressionnantes. Ne serait-ce que pour vous donner une idée, en général, les maquettes font entre 10 000 et 20 000 à 30 000 pièces en moyenne pour 6 à 15 heures de construction. Histoire de vous donner une ordre de comparaison, en général, les fans de Lego, quand ils construisent des maquettes pour des expositions, ça peut leur prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années pour des gens qui peaufinent, qui reprennent beaucoup, etc. Alors certes, il y en a qui montent à des nombres de pièces très intéressants et parfois faramineux. La plupart du temps, ça tourne autour de 50 000 pièces. Et il faut se dire que ce mois-là qu'ils ont mis à construire, nous, on doit le réduire à juste quelques heures. En plus d'être très souvent sollicité par tout ce que vous voyez pas derrière votre écran, c'est-à-dire tous les journalistes, les caméramans, la production aussi qui vient nous donner des consignes et nous demander d'expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un véritable challenge. Moi j'ai été super content d'y participer donc avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui mais Loïc. Et pour nous l'expérience elle a été un petit peu particulière parce que Loïc n'avait jamais fait de Lego avant d'arriver à Lego Master. Donc il a fallu lui apprendre ça une semaine avant parce qu'on est des gens très organisés et c'est bon pour 2025 du coup je suis prête alors. Voilà, parfait. En fait on te forme pour ça. Non mais l'idée c'est que nous on s'était inscrits comme ça sur un coup de tête parce que bon évidemment moi j'en fais depuis que je suis tout petit et ça me semblait être assez cohérent de s'inscrire là. On est passé parce que parfois il y a des choses qui passent dans la vie sans trop d'explications. Et donc quand on a appris qu'on était sélectionné, il a fallu former Loïc, lui apprendre la base des bases, à savoir comment on s'en sort avec des briques Lego et comment on les reconnaît, comprendre à peu près ce que je vais lui demander, etc. Donc ça a été un peu un enfer je pense pour lui au début, mais c'est quelqu'un qui apprend vite, donc ça a été cool. Et puis après on monte sur Paris, le tournage dure 1 mois, intensif tous les jours de 9h à 19, 20h parfois, sous 34 degrés dans le studio.
Donc voilà, c'est pas un truc c'est pas de la détente, c'est pas les vacances, c'est pas la télé au sens cool comme on peut le voir parfois, mais ça reste une expérience très enrichissante. Puis après, moi, j'ai eu la chance d'y retourner donc cette année, donc j'annonce un peu en officiel qu'il y aura une saison 4, donc du coup à Lego Master qui va sortir, j'espère, fin d'année. Nous, on n'a pas les dates, mais là, j'étais plus côté production, et je peux vous dire que les moyens mis en place par la télé sont absolument colossaux, et ça promet de belles choses, je pense, pour la fin d'année. Donc voilà, je vous encourage à regarder aussi la saison qui va être cool. Il y aura des têtes peut-être que vous connaîtrez si vous êtes un peu dans l'univers du Lego, et puis pour ceux qui n'y êtes pas du tout, vous découvrirez des nouveaux visages, donc ça va être plutôt chouette. Voilà, après qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? C'est des questions qu'on pose souvent. Oui, Eric Antoine est très grand, et oui, il est drôle dans le sens où son humour à la télé n'est pas forcément celui qu'il a dans la vie de tous les jours. C'est un mec passionnant, et passionné aussi de physique quantique, de poésie et de cinéma, donc et de sport aussi. Donc voilà, c'est un gars très très intéressant, et on a plaisir à discuter avec lui. Et bon, après, pour les questions qu'on nous pose, on change aussi les vêtements, on les lave. On fait pas 4 jours avec les mêmes chemises, parce que sinon elles tiendraient debout avant même qu'on les porte. Et je peux vous dire que quand on a fait des épreuves de vitesse 6 heures par, donc nous il a fait 35 dans le studio, la chemise pue. Voilà, c'est un vrai truc. Donc voilà, c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose assez régulièrement, et bon, moi je trouve ça assez marrant. Mais c'est pareil, quand on construit 15 heures, on construit pas 15 heures d'affilée, on fait des pauses, fort heureusement, parce que sinon il y aurait eu des décès déjà dans cette émission. Donc voilà, moi je pense que j'ai à peu près fait le tour. Évidemment que pour en revenir à ce projet au musée Lugdunum, on est très heureux d'y être. Vous pourrez, si vous venez, en apprendre aussi un peu plus sur ce qu'on fait nous en termes d'entreprise. Là je parle plus au niveau du Nibrick. On fait pas mal de choses dans ce style-là, et on essaye de développer ça, de rendre la culture accessible à tout le monde, et d'un point de vue un peu ludique, pour éviter parfois de s'ennuyer. Enfin, moi je sais que je suis assez spécialiste de ça, de se faire chier un peu au musée, et de pas forcément tout comprendre, ou de pas faire l'effort de tout comprendre, et de rendre ça accessible. Je pense que ça peut permettre à des gens qui sont pas fans et friands de la culture brute entre guillemets, de s'intéresser à des sujets d'histoire, comme mon collègue à côté sait si bien les raconter. Et il y a plein d'époques du monde à couvrir, et qu'on peut couvrir en Lego. Donc on peut tout couvrir en Lego, que ce soit de la période de la préhistoire au futur dans 3000 ans. Donc voilà, c'est à nous de mettre ça en construction et en visible, pour que vous puissiez vous aussi imaginer ce que nous on voit. Et je pense que ça permettrait de faire rêver, et les petits évidemment, et les grands qui ont encore une âme d'enfant ou qui souhaitent la retrouver. Eh bien, merci Sandor. Alors, nous allons clôturer la conférence Lego. Un petit clin d'œil avant de terminer. Je vous ai apporté une photo en bas là de culture scientifique. Et c'est une composition qui utilise un set Lego qui est sorti en hommage aux femmes américaines qui ont fait avancer les recherches sur les découvertes pour partir dans l'espace. Voilà. Et donc on peut utiliser le Lego, en histoire. On peut l'utiliser en classe, on peut l'utiliser en art, la culture scientifique également. Pour rebondir une dernière fois sur les sciences, nous sommes en train d'être en lien avec l'ENS, l'École Normale Sup de Lyon, qui avait conçu avec ses étudiants il y a plusieurs années en arrière, on était début 2000, une machine de Turing en Lego. Donc c'était leurs étudiants, leurs stagiaires qui avaient conçu une machine de Turing en Lego. Et depuis le temps qui a passé, les briques se sont un petit peu usées. Ils avaient pris à l'époque des briques des briques qu'ils avaient rachetées de recyclage, on va dire. Et donc ils ont besoin des associations Lego pour remettre en état la machine de Turing. Là, on est dans la culture mathématique. Et puis une dernière culture grâce à Xavier Claudel qui nous a très volontiers prêté sa maquette du vaisseau d'Albator ici. Et là nous sommes dans la culture cinématographique. On adore aussi utiliser les Lego pour faire des scènes de cinéma, un peu comme dans Star Wars tout à l'heure. Et là,
l'hommage à Matsumoto Albator. Et d'ailleurs, je crois que vous avez une conférence juste après nous sur l'hommage à Matsumoto, d'ailleurs. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci.